Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on est un petit groupe, donc je vous inviterai à passer le mot pour dire que les conférences du LINE sont un lieu convivial où il fait bon entendre des gens variés. Donc, le LINE, qui est le laboratoire d'intégration du numérique en enseignement de la traduction, inaugure aujourd'hui son cycle de conférences. Donc, le LINES, c'est un groupe de recherche mis sur pied à l'initiative de l'Association canadienne des écoles de traduction, donc dont le président Éric Poirier et la vice-présidente Valérie Florentin sont parmi nous aujourd'hui. Donc, dans l'objectif d'encourager la recherche en français, orientée vers les innovations technologiques et pédagogiques touchant la formation en traduction à l'ère du numérique. Dans un esprit de démocratisation du savoir, l'objectif est de permettre une diffusion large des connaissances sur la traduction et les enjeux auxquels elle fait face à l'ère de l'intelligence artificielle, ainsi que les meilleures pratiques en matière d'enseignement et de traduction. Donc, le noyau de l'équipe du LINE, vous l'aurez compris, est le bureau de l'ACET, donc Éric Poirier, Valérie Florentin et moi-même, mais agrémenté de l'aide inestimable de René Desjardins. Et surtout, le LINE tient à souligner l'apport de Mme Zélie Guével, donc dans les premiers temps du LINE. Merci Zélie. On tient aussi à souligner le soutien financier de l'Université Laval, de l'UQTR, de l'Université Saint-Boniface, du Collège Glendon et du CRSH. Donc, le LINE vient d'obtenir une subvention connexion du CRSH, ce qui va nous permettre d'offrir cette année un cycle de 6 conférences qui seront gratuites et disponibles en rediffusion sur notre site et d'offrir plusieurs bourses de rédaction à des personnes étudiantes qui vont contribuer à notre blog. Donc, restez à l'affût parce qu'un appel à articles va être diffusé prochainement. La conférence inaugurale du LINE, elle est dédiée à la mémoire de Denise Merkel. Donc, l'annonce du décès de Denise a secoué la communauté traductologique. Les collègues qui ont eu la chance de la côtoyer se souviendront d'elle comme une personne d'une gentillesse infinie, d'une grande générosité. Croiser Denise dans un colloque ou dans une rencontre de la CT était pour moi un pur bonheur et je suis certaine que ce sentiment était partagé par bien des gens au fil des années. Quand j'ai annoncé le décès de Denise aux collègues de la CET, plusieurs ont partagé leurs souvenirs. Le témoignage de Daniel Marcoux débutait avec les paroles d'une chanson que j'écoute constamment depuis et que je tenais à partager avec vous parce que qui sait, peut-être qu'à partir de maintenant, nous serons plusieurs à l'écouter en pensant à elle. On est bien peu de choses et mon amie la rose. L'équipe du LINE tenait à lui dédier la conférence de ce matin parce que s'il y a une chose qui est certaine, c'est que si elle avait pu, elle serait des nôtres ce matin. Cette conférence, dont le titre est La communication scientifique comme approche pour enseigner les technologies de la traduction, est prononcée par ma nouvelle collègue, Mme Lynn Bowker. Même si Lynn n'a plus besoin d'être présentée, permettez-moi quand même quelques mots. Lynn Bowker est professeure titulaire et surtout titulaire de la chaire de recherche du Canada en traduction, technologie et société au département de langue, linguistique et traduction chez nous à l'Université Laval. Et oui, nous en sommes peu fiers. Hein? Elle dirige le Machine Translation Literacy Project et elle est l'autrice du livre en accès libre Demystifying Translation, Teaching Translation to Non-Translators, qui a été publié chez Routledge tout récemment en 2003. Donc, sur ce, Lynn, the floor is yours. La conférence de Lynn sera suivie d'une période de questions. Donc, je vous invite à noter vos questions et puis on espère une discussion très fructueuse par la suite. Merci beaucoup.
Merci à vous, Alexandra, et à toute l'équipe de l'INET pour l'invitation d'être parmi vous aujourd'hui et pour le privilège de livrer le premier discours dans la série. Je vous félicite aussi, toute l'équipe, pour la subvention du CRSH, qui est une très bonne nouvelle. Et c'est un honneur en particulier d'avoir la possibilité de rendre hommage à Denise aujourd'hui. Alors, je vous remercie tous et toute l'équipe de l'INET pour cette occasion. OK, je vais commencer avec le partage. OK. C'est visible? OK, super. Euh, OK, alors aujourd'hui, je vais vous parler au sujet de la communication scientifique. Et bien que je suis terminologue, j'ai eu vraiment la misère de trouver le meilleur mot pour décrire la communication scientifique. En anglais, on dit science communication. Alors, c'est vraiment ce concept que je veux partager avec vous, science communication, qui est un peu la vulgarisation de la science, plutôt que la communication savante. Alors, je ne sais pas si la communication scientifique est le meilleur terme, mais quand je l'utilise aujourd'hui, je veux dire ce concept de vulgarisation de la science. Et surtout, comment est-ce qu'on peut utiliser cette approche pour l'enseignement des technologies de la traduction, parce que nous sommes tous maintenant dans la situation où il faut devenir au moins un mini-expert dans ce domaine, technologie de l'intelligence artificielle. OK. Comme vous le savez, sans doute, la traduction automatique telle qu'elle n'est pas une nouvelle technologie. En fait, c'est une technologie qui date des années de 1980, pardon, pas 80, 40, 1940, 45. C'était l'une des premières applications des ordinateurs quand les ordinateurs sont tout nouveaux. Mais dès les années 40 jusqu'à ce point, nous avons vécu un grand changement dans le paysage numérique. Euh, Initialement, les ordinateurs ont été très, très grands, lourds, lente, chère, mais dans les dernières 50 ans, par exemple, ou même 60 ans maintenant, 70 ans, euh, les technologies ont devenu plus rapides, plus petites. Il y a beaucoup plus d'espace pour stocker les données et ils sont moins coûteux qu'auparavant. Mais il y a aussi d'autres facteurs importants. Le deuxième, c'est que à partir des années 80, nous avons développé l'habitude de produire les textes dans une forme numérique grâce au traitement de texte, les systèmes de traitement de texte comme Word ou maintenant Google Docs. Et une fois que nous avons des textes en forme numérique, nous avons les données linguistiques, qui sont devenues très, très importantes pour les nouvelles approches à la traduction automatique. Et finalement, le troisième grand facteur qui a changé notre situation, c'était l'introduction de l'Internet et surtout le web. Et le web a vraiment facilité l'accès aux données. Alors, c'est beaucoup plus facile maintenant à partager et à avoir accès aux textes créés par d'autres personnes. Alors, ces trois facteurs, le progrès technologique, l'introduction du traitement de texte pour créer les données numériques, linguistiques, et le web qui a facilité le partage de ces données, ça nous rend dans une situation où c'est possible de concevoir une approche différente
à la traduction automatique, une approche qui n'est plus basée sur le linguistique, mais plutôt sur les données. Alors, cette approche essaie vraiment d'utiliser les forces des ordinateurs. Et il y a deux forces en particulier. Le premier, c'est que les ordinateurs sont vraiment forts pour identifier les motifs, les patrons qui répètent. Et la deuxième force des ordinateurs, c'est de faire les calculs rapides, toutes les calculations mathématiques possibles, statistiques, fréquences, tout ça. Ils sont vraiment forts pour ces deux actions, encore plus forts que nous, par exemple, que les êtres humains. Nous avons d'autres forces, mais les ordinateurs sont vraiment créés pour identifier les motifs et pour faire les calculs rapides. Mais ce qui est important à reconnaître, c'est que ce sont des approches pour traiter les données, mais on peut traiter la langue sans comprendre la langue. Et ça, c'est la situation des ordinateurs. C'est vraiment important. J'insiste sur ce point. Il faut vraiment reconnaître la différence entre traiter les données linguistiques et comprendre un texte. Les ordinateurs ne sont pas capable à comprendre le contenu d'un texte. La compréhension, c'est pas là. Il n'y a aucune compréhension, seulement un traitement. Alors, cette situation où nous avons maintenant une technologie ou des technologies qui sont axées sur les données, ça a créé une situation où il y a un bassin d'utilisateurs différent pour la traduction automatique. Dans les premières 50 ou même 60 années d'existence de la traduction automatique, c'était vraiment juste les traducteurs professionnels qui utilisent ces outils, et même pas souvent parce que les approches basées sur la linguistique n'a pas produit une qualité vraiment idéale, hein. Ben, c'est pas même toujours utilisable, la sortie des systèmes de traduction automatique. Alors, il y a peu d'intérêt parmi le grand public et aussi avant l'introduction de l'Internet, c'était aussi difficile à avoir accès à cette technologie. Mais une fois que Google a changé leur approche pour cette approche basée sur les données, il y a un léger intérêt parmi des utilisateurs hors de la communauté des traducteurs, mais certainement une fois que le ChatGPT est arrivé il y a 2 ans, on a vu une explosion des gens qui s'intéressent aux technologies langagières maintenant. Alors, cette explosion d'utilisateurs qui n'ont pas une formation en traduction, qui n'a pas même parfois une compréhension de la discipline de la traduction, ils commencent à utiliser les outils. Et il y a maintenant un grand besoin, un besoin croissant pour aider aux gens dans la communauté des traducteurs, mais aussi ailleurs, au-delà de la communauté des traducteurs, pour développer une approche raisonnée de la traduction automatique. Il y a vraiment un besoin criant, presque une crise, si je peux le dire, pour ce type de connaissance, une approche critique, une approche raisonnée de la traduction automatique. Alors, ça, c'est notre situation actuelle. Mais qu'est-ce que je veux dire par une approche raisonnée? En anglais, encore une fois, je trouve que c'est plus facile à trouver la terminologie en anglais. On l'appelle
literacy, hein, Machine Translation Literacy. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est vraiment une combinaison des connaissances en information, ouais, évaluation de la qualité de l'information ou de la validité, la véracité de l'information. Mais ça, c'est combiné avec une connaissance en numérique, en culture numérique, en intelligence artificielle et surtout les données. Comprendre les données, c'est vraiment l'essentiel pour savoir comment utiliser cette technologie dans une façon sage. Alors, tous ces éléments combinent pour moi pour créer une approche raisonnée de la traduction automatique. Mais encore une fois, je veux insister un peu que ce n'est pas vraiment une question de savoir comment utiliser la technologie dans le sens de comprendre l'interface pour les utilisateurs. C'est pas une question de savoir quel bouton est-ce que je dois pousser ou quelle option est-ce que je dois choisir d'un menu. C'est pas ce genre de connaissance. C'est plutôt une connaissance cognitive, hein. C'est vraiment une question de développer une pensée critique. Pas comment est-ce que j'utilise l'outil, mais quand est-ce que je devrais utiliser cet outil? Pourquoi est-ce que je choisis une option comme la traduction automatique plutôt qu'une autre option, comme une traduction professionnelle, par exemple? Si j'utilise cette technologie, quelles seront les conséquences pour moi, pour les lecteurs? Alors, c'est ce genre de questions euh, qui sont vraiment des questions de jugement, d'évaluation, plutôt que un guide d'utilisateur traditionnel qui explique comment est-ce que je vais interagir avec la technologie. Et on peut identifier, à mon avis, quelques grandes lignes pour encourager cette utilisation éclairée et responsable des technologies euh, basées sur les données, et l'intelligence artificielle. Mais aussi, on devrait reconnaître que le public hors de la communauté de la traduction, c'est pas un public homogène. Il y a beaucoup de types différents d'utilisateurs dans le grand public. Alors, il se peut que nous devons personnaliser un peu ce concept d'une approche raisonnée pour des publics différents, des journalistes, par exemple, ou les médecins, ou les étudiants d'école primaire. Ils ont tous des besoins un peu différents en ce qui concerne l'utilisation de la traduction automatique. Alors, je vais parler de façon un peu générale aujourd'hui, mais j'ai voulu quand même euh, vous avertir que il faut personnaliser un peu le type de connaissance qui est utile pour les publics différents. Ok. Et aujourd'hui, j'aimerais faire un appel à l'action dans un certain sens. À mon avis, nous, la communauté des traducteurs, des professionnels qui travaillent dans les industries langagières, nous avons une certaine responsabilité sociale pour encourager une approche raisonnée de la traduction et la traduction automatique parmi les traducteurs, certainement, et nous sommes tous des gens qui cherchent à former les futurs traducteurs, mais aussi les gens qui n'ont pas l'intention à devenir les traducteurs professionnels, mais qui peuvent profiter un peu des technologies ou même de la traduction et de comprendre mieux le métier des traducteurs pour apprécier mieux le métier des traducteurs. Il y a des millions de personnes dans le monde qui peuvent être les commanditaires de nos services. Et si on peut les aider à comprendre
quand est-ce que la traduction automatique est une option utile et quand est-ce que une autre option, comme la traduction professionnelle, est un meilleur choix? On peut peut-être éviter des catastrophes quand les gens font le mauvais choix. Et même si les gens ne sont pas les commanditaires, il se peut qu'ils travaillent pour une compagnie et la compagnie va engager des traducteurs et ils peuvent, s'ils comprennent mieux nos métiers, notre métier, ils peuvent peut-être nous aider améliorer notre performance. Parce que s'ils comprennent notre métier, ils comprennent le valeur de fournir, par exemple, les glossaires ou les ressources linguistiques ou les guides pour le style du compagnie, etc. Alors, oui, même s'ils ne sont pas des commanditaires, ils peuvent peut-être nous aider à livrer des produits de plus haute qualité. Et certainement, il y a encore plus de personnes qui vont lire les textes traduits. Et si nous pouvions donner leur les moyens de prendre les décisions éclairées en ce qui concerne euh, leur confiance dans les textes qu'ils lisent, si on peut les avertir des risques associés à la traduction automatique, ça peut leur aider à faire des décisions plus sages en ce qui concerne les décisions sur la base des textes traduits automatiquement, par exemple. Alors, en général, les grands buts de cette approche raisonnée de la traduction automatique, c'est vraiment pour aider aux gens à développer les bonnes pratiques. Et je vais mentionner juste quelques-uns, les plus importants, les plus signifiants à mon avis. Et le premier, c'est d'aider aux gens de évaluer les risques. Il faut développer leur jugement. Quelles sont les utilisations bonnes et quelles sont les utilisations pas bonnes, mauvaises, des outils de la traduction automatique? J'aimerais vraiment encourager les gens de se questionner quelles seront les conséquences d'une mauvaise traduction. Si j'utilise la traduction automatique, s'il n'y a aucune édition ou validation de la traduction produite par la machine, quelles seront les conséquences? Et parfois, les conséquences seront graves, mais parfois non. Alors, on peut imaginer des scénarios différents. Un ado qui utilise la traduction automatique pour traduire les bandes dessinées manga, par exemple. Si la traduction n'est pas trop bonne, ben, c'est pas vraiment sérieux. Mais s'il y a un médecin qui suggère à quelqu'un qui est malade d'utiliser la traduction automatique pour diagnostiquer la situation, les conséquences peuvent être beaucoup plus graves dans cette situation. Alors, c'est vraiment sensibiliser les gens à l'idée que la traduction n'est pas une seule chose, hein. Il y a toujours un contexte et il y a toujours une série de conséquences potentielles et il faut vraiment réfléchir sur les conséquences pour savoir si ou non la traduction automatique est une solution viable et fiable. Pardon. Un autre aspect, c'est vraiment d'encourager la transparence en ce qui concerne l'utilisation des outils de traduction automatique et surtout pour les lecteurs qui vont utiliser les produits
de ces machines, hein. Ouais. Si quelqu'un reçoit une traduction et ce n'est pas clair qui a produit cette traduction, si ou non la traduction a été validée par un professionnel, comment est-ce que le lecteur peuvent juger si ou non ils doit avoir une confiance dans le contenu? Alors, à mon avis, si une traduction est le produit d'un système de traduction automatique et surtout s'il n'y a pas de validation de la part d'un professionnel, il faut vraiment que c'est clair parce que si ce n'est pas clair, la personne ne sait pas si ou non c'est quelque chose qui peut être vraiment valide comme la base de faire une décision, par exemple. Et pour les gens qui sont les utilisateurs, pas les lecteurs des textes, mais les utilisateurs des systèmes, il y a aussi des approches qu'on peut apprendre pour rédiger dans une façon qui est plus optimale, pour plus traduisible pour les systèmes de traduction automatique. Il y a aussi des techniques pour faire la post-édition. Il y a aussi des possibilités de combiner plusieurs outils, mais il faut établir le meilleur ordre pour combiner les outils. Alors, il y a certainement un aspect de comment est-ce qu'on peut interagir ou modifier notre comportement pour avoir les meilleurs résultats possibles de ces technologies. Alors, toutes ces choses sont, pour moi, des éléments de l'approche raisonnée de la traduction automatique. Mais aujourd'hui, j'aimerais mettre l'emphase sur cette question. Comment est-ce qu'on peut parler de la traduction automatique? Et comme j'avais mentionné au début, il y a une différence entre la communication savante, ce qui veut dire une communication entre les experts. Alors, souvent entre les chercheurs ou entre les spécialistes d'un certain domaine. Et ça inclut, à mon avis, des conversations entre les professeurs et les étudiants du domaine. Alors, pour nous, ça, c'est les traducteurs ou les futurs traducteurs. Alors, quand on parle à nos étudiants auprès des concepts qui portent sur la traductologie ou la traduction, ça, c'est aussi une communication savante entre les experts ou les experts en développement. La communication scientifique, ça, c'est une communication un peu différente parce que c'est entre un groupe ou une personne expert et des non-experts. Alors, les non-experts qui n'ont pas le bagage cognitif de l'expert, ils n'ont pas le même formation dans le domaine. Ça peut être le grand public. Mais dans notre cas, ça aussi comprend les profs qui doivent enseigner les technologies aux étudiants de traduction. Ces étudiants ne cherchent pas à devenir les informaticiens. Oui? On ne cherche pas à former les informaticiens. On cherche à former les traducteurs et nous sommes les traducteurs, mais il faut quand même, à ce moment dans l'histoire, partager des informations au sujet des technologies de l'intelligence artificielle. Alors, au moins au début, je trouve que c'est plutôt une communication scientifique qui est utile est possible, plus possible, parce que nous ne sommes pas nécessairement les experts en intelligence artificielle et nous ne cherchons pas à former les informaticiens non plus. Alors, nous sommes tous très à l'aise avec la communication savante parce que ça, c'est notre métier pour la recherche, aussi pour l'enseignement dans notre domaine. Mais il faut de plus en plus devenir cette capacité de communication scientifique, cette communication un peu plus vulgarisée.
Et pourquoi? Ben, ça va nous servir certainement comme chercheurs parce qu'il y a de plus en plus une sorte de pression, je peux dire, de partager le résultat de notre recherche avec des publics non experts. Ça peut être un comité multidisciplinaire au CRSH, par exemple. Ça peut être une autre agence de subvention. Ça peut être des participants dans nos projets de recherche qui s'intéressent aux résultats. S'ils participent, c'est juste de partager les résultats avec eux, mais ils ne sont pas des experts nécessairement. Ça peut être le grand public. Alors, du côté de la recherche, nous sommes de plus en plus sollicités pour la communication scientifique. Parfois, c'est décrit avec le terme mobilisation des connaissances. C'est de prendre les résultats de la recherche et de les mettre en application dans la communauté. C'est aussi, ça devient de plus en plus important pour nous d'avoir cette capacité de communication scientifique pour attirer les étudiants à nos programmes, hein. Le recrutement des étudiants aux, euh, aux industries de la langue, aux programmes qui forment les traducteurs et les interprètes et les terminologues, ça devient un défi, surtout parce que les étudiants de secondaire et peut-être encore plus important, leurs parents qui vont payer pour les programmes de troisième cycle, ils veulent savoir que c'est une profession durable, que leurs enfants vont avoir une future dans cette profession avec une carrière en traduction. Alors, pour les convaincre, il faut vraiment parler leur langue, ils ne sont pas des traductologues, ils ne comprennent pas nécessairement tout ce qui porte sur l'intelligence artificielle. Alors, il faut qu'on comprenne euh, de leur point de vue et d'être capable de communiquer l'essentiel dans une façon accessible à ce public. Et encore, dans nos classes, dans nos salles de classe, nous devons enseigner maintenant à l'intersection de la traduction et des technologies langagières. La plupart d'entre nous sont formés en traduction et pas en informatique, pas en intelligence artificielle, mais il faut quand même maintenant qu'on est capable à expliquer l'essentiel aux étudiants euh, pour former les traducteurs concurrentiels sur le marché, hein. On veut que les diplômés de nos programmes vont réussir dans le marché d'aujourd'hui. Et si nous ne le faisons pas, si c'est pas nous qui apprendre comment communiquer avec ces publics non experts, il y a d'autres qui vont le faire dans notre place. Alors, ça va créer potentiellement des problèmes. Si c'est les journalistes ou les politiciens ou les enseignants d'école ou les parents qui expliquent la traduction et l'industrie langagière aux, aux autres, ils ne sont pas les experts. Et parfois, ça crée des mauvaises perceptions de ce que nous faisons et même les erreurs, de l'information fausse. Euh, et c'est clair, quand on lit dans les médias, par exemple, on voit les messages un peu erronés, euh, un peu basés sur une mauvaise compréhension de la situation. Alors, ça peut être le cas qu'un journaliste ne maîtrise pas le sujet, comme la traduction. Ben,
cette personne est formée comme journaliste et pas comme traducteur. Alors, c'est pas nécessairement une surprise s'il ne comprend pas tous les détails de la traduction. Il se peut parce qu'un spécialiste utilise une terminologie de façon différente qu'un non-spécialiste. On comprend tous la terminologie et le fait que c'est pas toujours compris dans la même façon par le grand public que par un spécialiste. Alors, si on utilise notre langue spécialisée pour parler au public non spécialisé, ça peut créer des fautes de communication. Et les résultats, quels sont les résultats potentiels? Il se peut que les gens vont avoir soit trop de confiance ou pas assez de confiance dans les outils parce qu'ils ne comprennent pas vraiment la capacité ou la capacité des outils. Il se peut que les gens vont engager dans les mauvaises utilisations des outils. Il se peut qu'ils vont mis à carte les professionnels parce qu'ils pensent que les outils peuvent faire trop ou qu'ils peuvent faire n'importe quoi de façon très bien. Alors, ils vont peut-être ne pas consulter des professionnels, même dans les situations où ça serait souhaitable. Il se peut qu'il y ait une perpétuation de diffusion des informations erronées et il se peut que les gens ne vont pas choisir la traduction comme carrière parce qu'ils croient qu'il n'y a aucun futur dans ce domaine. Alors, ce sont juste quelques-uns des risques ou des conséquences possibles si nous ne prenons pas la parole pour notre discipline. Alors, c'est ça ce que je veux encourager, que nous développons tous la capacité d'expliquer la situation de façon claire en ce qui concerne l'intelligence artificielle et la traduction. La question est souvent soulevée, qui doit faire ce genre de communication scientifique? Et c'est une question qui est, à mon avis, un peu parallèle à la question de qui doit faire la traduction spécialisée. Est-ce que c'est un professionnel d'un domaine comme un juriste, par exemple, qui doit faire la traduction juridique ou est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui est formé en traduction? Il n'y a pas une seule réponse qui est toujours correcte, mais à mon avis, nous, dans le domaine de la traduction, nous savons que c'est possible à former les gens en traduction avec avec une capacité de faire la recherche dans un domaine pour identifier les concepts et les termes qui sont nécessaires pour la traduction spécialisée. Alors, une conversation parallèle euh, euh, existe autour de ce concept de communication scientifique. Scientifique. Est-ce que ça devrait être les experts du domaine ou les experts en communication? À mon avis, nous n'avons pas le choix à ce point parce que il faut que nous, dans le domaine de la traduction, enseignent les futurs traducteurs et les informent auprès des technologies. Alors, nous n'avons pas le choix. Même si nous ne sommes pas le choix idéal, il faut le faire quand même. Et à mon avis, les professeurs de traduction ont un avantage et c'est que nous connaissons déjà la traduction intralinguistique, hein, et c'est une forme de traduction intralinguistique. Hein. Prendre un message destiné aux experts et le reformuler pour les non-experts, c'est un type de traduction intralinguistique. Alors, nous connaissons déjà très bien ce concept de traduction. Et nous sommes très, très, très habitués à faire la recherche sur des sujets peu familiers à nous pour nos efforts en traduction spécialisée. Alors, nous avons beaucoup de
la chance pour le succès, à mon avis, en ce qui concerne la communication scientifique pour nos étudiants autour des technologies de l'intelligence artificielle. Je vais... Ça c'est juste une liste de formes potentielles pour la communication scientifique. Il y a beaucoup. Mais aujourd'hui, on va mettre l'emphase sur le dernier, c'est l'enseignement des technologies d'IA aux étudiants de traduction. Et la question la plus importante, c'est qu'est-ce que les étudiants doivent savoir sur la traduction automatique? Et vous avez sans doute lu plusieurs articles ou entendu des podcasts ou quoi que ce soit. Et peut-être vous avez rencontré les concepts ou les termes comme transformateur, réseau neuronaux artificiel, enchâssement de mots, modèle d'espace vectoriel, mécanisme d'attention. Et je dois dire, c'est intimidant. Ça, c'est quelque chose que je trouve intimidant. Moi, je ne comprends pas tout ce qui est à savoir au sujet des mécanismes d'attention ou même des réseaux neuronaux artificiels. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, et c'est que ce n'est pas nécessaire de comprendre tous les éléments de ces concepts très, très complexes qui appartiennent au domaine de l'informatique et pas de la traduction. Pour nous, à mon avis, ce qui est le plus important, c'est vraiment de comprendre la perspective d'utilisateur. Nos étudiants et nous allons utiliser ces systèmes et pas développer ces systèmes. Alors, pour la plupart de nos étudiants, c'est vraiment la perspective d'utilisateur qui est la perspective la plus pertinente. Alors, bien sûr, on peut comprendre les éléments de base de la technologie, ce qui veut dire leurs forces et leurs faiblesses, et les techniques qui sont utilisées pour le traitement de langage, et surtout, et ça c'est le point que je vais vraiment partager aujourd'hui, c'est comprendre la nature et le rôle des données, pas des outils même, mais les données qui nourrissent ces outils, parce que c'est vraiment en comprendre les données qu'on va comprendre les forces et les faiblesses de ces technologies. Alors, ça, c'est le message que je veux partager aujourd'hui. On va mettre l'emphase sur les données. Pas de transformateur, pas de modèle vectoriel. Aujourd'hui, on va parler au sujet des données. Et si je peux vous offrir une petite métaphore, on peut considérer les données comme un type de carburant. Et vous n'avez pas besoin de comprendre tout ce qui est possible de savoir au sujet du fonctionnement d'un moteur pour conduire votre voiture, mais vous devez savoir de quel type de carburant la voiture a besoin. Alors, c'est ça ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Quelles sont les données ou quel type de carburant est-ce qu'il faut fournir à ces outils pour avoir les meilleurs résultats? Et sans doute, vous avez entendu d'un concept qui s'appelle apprentissage automatique. C'est pas si différent de le concept d'apprentissage, en fait. Alors, pour comprendre comment on peut optimiser les outils d'intelligence artificielle, il faut comprendre ce concept d'apprentissage automatique. Comment est-ce que ces outils apprennent des choses? Et ça, c'est vraiment axé sur les données. Alors, c'est axé sur le carburant. Le carburant, ce sont les données utilisées pour la phase d'entraînement des outils. Et qu'est-ce que sont ces données?
ils sont des exemples. Alors, pour l'apprentissage automatique, la première tâche pour un développeur, c'est vraiment de choisir une tâche pour l'outil d'IA. Les outils ne peuvent pas faire n'importe quoi, un peu comme les êtres humains. Moi, je ne suis pas capable de faire une chirurgie sur le cerveau de quelqu'un. Je ne suis pas formé pour ça. Un outil d'intelligence artificielle ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut qu'il ait entraîné pour un ou peut-être plusieurs tâches, mais il faut choisir les tâches d'abord et entraîner l'outil pour cette tâche. Alors, la première étape, c'est vraiment de choisir une tâche. La tâche peut être génération d'une image, classification d'une image, ou la tâche peut être la traduction. Ça c'est une tâche possible pour entraîner un système d'intelligence artificielle. Deuxièmement, il faut montrer à l'outil des exemples de ce que vous voulez qu'il apprenne. Alors, un peu comme un étudiant, ouais, on veut que les étudiants apprennent quelque chose, on les fournit des exemples de cette chose. Alors, montrer des exemples, c'est le deuxième étape. Et bien sûr, les exemples doivent être pertinents à la tâche que vous avez identifiée dans la première étape. Alors, si la tâche est classification d'images, le données, le carburant, ça doivent être des images de quelque chose pour classifier. Si la tâche est traduction, les exemples, le carburant, ça, c'est les exemples de texte déjà traduits. Troisièmement, un peu comme un enseignant, un professeur, il faut fournir une rétroaction à l'étudiant ou au système, hein. Il faut fournir une rétroaction confirmée, par exemple. Euh, je viens de vous montrer un exemple et je confirme que c'est un bon exemple. Alors, cette étape de confirmation est importante. Et puis, à la fin, il y a un examen final pour l'outil, hein. Il faut tester l'outil pour savoir si ou non l'outil a bien appris la tâche. En ce qui concerne les tâches, il y a certains systèmes qui sont conçus pour faire une seule chose. Google Traducteur, c'est un bon exemple d'un outil qui ne peut que traduire. Oui, ça, c'est la seule tâche définie pour Google Traducteur. Un outil comme ChatGPT, c'est un outil avec multiples possibilités, mais pas n'importe quoi, hein. Il y a quand même des limites à ChatGPT, mais cet outil peuvent traduire, peuvent rédiger un texte, peuvent répondre aux questions, peuvent résumer des textes ou simplifier des textes. Alors, il y a plusieurs possibilités pour ChatGPT et ça veut dire que les données pour l'entraînement sont un peu différentes que les données pour Google Traducteur, qui est conçu spécifiquement pour la traduction. Deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut fournir de nombreux exemples. Dans une salle de classe, on peut fournir aux étudiants parfois 2, 3 exemples, peut-être 4, 5 exemples, et les êtres humains sont capables à apprendre à partir d'une base de quelques-uns exemples. Mais les systèmes d'intelligence artificielle sont pas intelligents. Pour apprendre quelque chose, il faut fournir des millions d'exemples. Ouais, pas des milliers, mais des milliards même à ce moment. On parle de big data, mais big data, c'est dans le passé. Nous sommes maintenant dans un moment où c'est des données massives, hein. C'est vraiment beaucoup, 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 un volume énorme de données, des exemples pour apprendre à une machine à faire quelque chose. Mais ce n'est pas suffisant de fournir les exemples du point de vue quantitatif. Il faut aussi réfléchir sur la qualité des exemples.
Si vous voulez qu'un étudiant apprenne quelque chose, est-ce que vous êtes content de fournir un exemple médiocre ou est-ce que vous choisirez un exemple très bon, excellent? Les résultats seront meilleurs si on choisit des très bons exemples et pas des exemples de qualité médiocre. Alors, c'est parfois un défi de trouver un milliard d'exemples de très, très haute qualité pour la tâche à main. Alors, il faut se rappeler que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, ne comprend pas le texte. Et les résultats peut-être vont vous surprendre un peu. Alors, on va jouer un peu maintenant avec un système d'intelligence artificielle et le processus d'entraînement et l'apprentissage automatique. OK. Je veux que vous imaginez tous que vous êtes un outil d'intelligence artificielle, hein? Alors, vous êtes un outil, vous attend mes instructions. Moi, j'ai identifié une tâche pour vous. La tâche, c'est la génération des images, hein? Et je vais faciliter encore mieux la tâche. C'est génération des images des bananes, hein? Alors, ça, c'est la tâche. Je vais concevoir un système, vous, d'intelligence artificielle et votre tâche, c'est génération des images des bananes. Alors, premièrement, la phase d'entraînement, je dois vous montrer des exemples. Alors, voici sur l'écran des exemples. Voici des exemples des bananes. Imaginez que je peux vous offrir 1 million d'exemples, mais pour vous, 3 suffira. Et je vais fournir une rétroaction. Dans ce cas, ma rétroaction, c'est simplement de confirmer. Oui, ils sont des exemples des bananes. Alors, vous êtes maintenant entraîné pour la tâche de génération des images des bananes. Alors, vous attendez ma requête, prompting, hein, ChatGPT prompt. Voici. On va faire l'essai et je vais vous offrir la requête. Dessiner une banane. Alors, allez-y, dessinez une banane. Si vous n'avez pas un stylo et un papier, vous pouvez imaginer une banane, hein? Dessinez une banane. Ça, c'est la requête. OK, tout le monde est prêt? Montrez-moi les bananes. J'aimerais voir quelques-uns. Oh, super. OK. All right. Dessinez une banane. Voici la mienne, une banane. Mais comment répondre un outil d'intelligence artificielle à la même requête? Si j'ai dit à un outil d'intelligence artificielle dessiner une banane, voici les résultats. Et ça, c'est un vrai exemple. Il est connu maintenant comme the Lone Banana Problem, hein? Ça, c'était un système qui s'appelle Midjourney. C'était l'un des premiers systèmes conçus pour génération des images. Et il y a quelqu'un qui a testé le système avec cette requête, Draw a Banana, et le système n'était pas capable à générer une image d'une seule banane. Ils sont toujours un couple de bananes ou plusieurs bananes, mais jamais, jamais, jamais un seul banane. Et ça montre les limites de les systèmes d'intelligence artificielle si on ne fournit pas les données pertinentes.
au moins la plupart des photos qui ont été utilisées pour la phase d'entraînement sont des photos de plusieurs bananes. Et le système n'a jamais vu une photo d'une seule banane et n'a aucun concept. Qu'est-ce que ça veut dire une? Qu'est-ce que ça veut dire individualisation? Alors, les systèmes ne sont pas intelligents. Heureusement, ce problème est facile à réparer par fournir plusieurs de données, par fournir des images des bananes individuelles. Mais combien d'autres problèmes existent dans notre donnée et nous n'avons pas encore demandé la bonne question pour révéler les manques ou les lacunes dans les données, hein? Ça, c'est le problème. On ne sait pas. Il faut fournir toutes les possibilités au système parce que les systèmes ne sont pas capables à penser ou à comprendre ou à analyser ou quoi que ce soit. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est identifier les patrons, répéter les patrons. Ça c'est tout. Il n'y a aucune intelligence dans le système tel quel. OK. Prochain exemple. Et je trouve que parfois c'est utile, même si on veut enseigner la traduction, parfois commencer avec quelque chose qui est plus familier, comme les images qui sont faciles à comprendre. Ça peut être une stratégie utile pour enseigner ces concepts comme apprentissage automatique. Même si le but c'est traduction, on peut commencer par les images parce que c'est vraiment plus facile à comprendre, à mon avis. Alors, un autre exemple, une autre tâche. Cette fois, on va créer un système qui est capable à classifier ou catégoriser les images. On va montrer deux types d'images au système. D'un côté, il y a des photos des loups et de l'autre côté, il y a des photos des huskies. Et on va demander à l'outil, quand vous voyez une photo, dis-moi si c'est une photo d'un loup ou si c'est une photo d'un husky. Alors, pour l'entraînement, on le divise dans deux étapes. D'abord, on fournit une sélection de photos qui sont les loups et on fournit une rétroaction. On confirme. Voici une photo, cette photo, c'est un loup. Un loup, un autre loup. On confirme que c'est un loup. Première phase. Deuxième phase, on fait la même chose, mais cette fois, les photos sont des huskies. Et on confirme, oui, cette fois-ci, c'est un husky, voici un husky, un autre husky. Dans la phase de l'essai, alors ça, c'est la phase d'entraînement, mais dans la phase d'essai, on doit choisir des photos nouveaux, des photos qui n'étaient pas dans la collection utilisée pour l'entraînement. Il faut que ce sont des photos différentes. Et cette fois-ci, on ne dit pas c'est un loup ou c'est un husky. On demande est-ce que c'est un loup ou est-ce que c'est un husky? Et on veut que c'est le système qui étudie le nouvel exemple et prend une décision. Est-ce que c'est husky? Est-ce que c'est un loup? Alors, voici les résultats d'un test. Et ça aussi, c'est un autre vrai exemple. Il y avait 10 photos dans le test, la collection. Alors, 10 photos qui n'étaient pas parmi les données d'entraînement. Et vous pouvez voir, voilà, le système a réussi 8 fois sur 10 à identifier correctement si l'animal en question est un husky ou est un loup. Mais il y a deux occurrences où il y a une erreur. Ils sont marqués avec la flèche rouge. Étudier tous les photos et si et déterminer, si possible, pourquoi le système a fait une erreur.
Alors, regardez les photos et est-ce qu'il y a quelque chose qui vous indique pourquoi peut-être le système a fait deux erreurs? Il faut se rappeler que le système cherche les patrons, hein, les motifs qui se répètent. Ça, c'est comment les outils fonctionnent. Alors, est-ce qu'il y a des patrons que vous observez? La position de la tête, Lynn, peut-être? Je sais pas. Peut-être, c'est une excellente possibilité. Est-ce qu'il y a d'autres? L'arrière-plan est flou. Oui. A plus. En fait, les développeurs des systèmes, quand ils ont vraiment fait une examination des données, des résultats, des algorithmes et tout ça, ils ont découvert que le système a basé la décision pas sur l'animal, mais sur le background. Ça, c'est complètement stupide pour nous. Comme les êtres humains, on va jamais utiliser le background comme un marqueur identifiant d'un animal. Parce qu'on sait, ça peut changer. Le background, c'est pas l'animal tel quel. Mais pour le système, ça, c'est un patron. Et pour le système, c'est un patron évident et un patron valide. Mais pour nous, c'est pas pertinent, hein. Alors, le système est devenu un détecteur de neige et non un détecteur de loup ou de husky. Alors, encore une fois, le message clé, c'est que les outils d'IA traitent les données et ils peuvent identifier les motifs, mais il se peut que les motifs ne sont pas pertinents pour la tâche. Alors, ça, c'est un problème. Et juste pour vous montrer, le détecteur de neige, c'est drôle. En fait, c'est drôle. Mais si on essaie de développer des systèmes en utilisant ces techniques pour les fins plus sérieuses, plus importantes, ça peut avoir des conséquences vraiment, vraiment graves. Et il y a un exemple d'une équipe qui a développé un outil pour essayer de détecter le cancer de peau, mais à la fin, le système a détecté le maître ruban dans les images. Et toutes les images qui ont eu un maître ruban ont été classifiées comme avec un problème comme le cancer. Et s'il n'y a pas de ruban, il n'y a pas de cancer pour le système. Alors, c'est pas fiable, c'est pas, c'est pas un système que j'aimerais voir dans le main d'un médecin, par exemple. Et un autre exemple semblable, il y avait une équipe qui a essayé d'utiliser de l'intelligence artificielle pour reconnaître si une radiographie des poumons indique que la personne a la pneumonie ou le COVID-19 et ils ont pris une collection de données pour l'entraînement. Ils ont dit, oh voilà, il existe déjà une excellente collection de données qui montre les poumons de quelqu'un avec la pneumonie. Mais à la fin, c'est un problème parce que tous les exemples dans la collection sont des exemples des enfants. Et alors, à la fin, l'outil a réussi à identifier les enfants et les adultes et pas la pneumonie et COVID-19. Alors, encore une fois, il y avait un patron, il a identifié un patron, mais c'est un patron non pertinent
pour la tâche. Alors, ces exemples sont vraiment juste pour vous montrer qu'il n'y a aucune intelligence. Hein? Il traite les données, il choisit les données, mais il ne fait pas nécessairement un choix pertinent et il n'y a aucune intelligence dans ces systèmes. Dernier exemple, ça c'est un exemple de génération de texte. OK, alors, pas traduction encore, mais génération de texte. Cette fois-ci, il y a un système d'intelligence artificielle qui a été entraîné avec une collection de recettes, des recettes authentiques, 30 000 recettes. Et après avoir étudié les 30 000 exemples, les développeurs ont demandé à l'outil de générer une nouvelle recette. Vous avez maintenant vu 30 000 exemples des belles recettes. Proposez une nouvelle recette. Et si vous lire la recette, vous allez remarquer probablement que dans une façon superficielle, ça ressemble à une recette. Il y a une liste d'ingrédients, il y a des instructions pour comment on peut combiner les ingrédients, mais si on va plus dans le contenu, pas juste la superficielle style, mais le contenu, on voit que c'est une recette horrifique, en fait. Ouais. On ne veut jamais manger ce genre de choses. Et il y a pas même aucune logique. Ouais. Le titre indique que c'est tuna pie, mais le thon n'est pas l'un des ingrédients. Il y a des ingrédients, des choses qui sont un peu bizarres. On ne va jamais combiner certaines de ces choses. Il y a des actions. Comment est-ce qu'on peut couper, par exemple, de l'eau? On ne peut pas couper les liquides. Alors, ce n'est pas logique. Hein? Ça ressemble de façon très, très superficielle à une recette, mais ce n'est pas une recette valide du point de vue du contenu. Parce que le système ne comprend rien, ça peut simplement imiter les patrons qu'il a vus. Alors, ça, à mon avis, c'est utile pour montrer aux étudiants les limites de ces outils axés sur les données. Très, très rapidement, je vais aussi mentionner que s'il y a des problèmes dans les données, un problème comme un bias, par exemple, ou un stéréotype, le système peut reproduire ce genre de texte problématique. Alors, si dans les données, il y a des exemples, ces exemples portent sur les stéréotypes de genre, s'il y a des exemples qui ne sont favorisables aux femmes, par exemple, le système peut reproduire ces stéréotypes ou ces bias. Ça peut même produire les non-sens. Si vous lisez les exemples en espagnol, The politician is a woman devient El político es una mujer. Ben, c'est un non-sens parce qu'on commence avec une masculin et on finit avec une féminin. Ou l'envers, the nurse is a man, la enfermera es un hombre. C'est un non-sens à la fin. Alors, les systèmes reproduisent les patrons, mais parfois les patrons ne s'alignent pas et ça produit des choses qui sont bizarres. Il y a des langues comme la langue hongroise qui a un pronom neutre, alors un pronom qui n'est pas masculin, pas féminin. Et quand on traduit vers une langue qui exige un choix entre un pronom féminin et un pronom masculin, le système choisit le pronom en lien avec l'activité, par exemple.
Alors, quand l'activité est lire, le pronom est masculin. Mais quand l'activité est cuisiner, le pronom devient féminin. Quand l'activité est faire de la recherche, c'est masculin. Mais quand c'est élever les enfants, c'est un pronom féminin. Alors, ça montre comment les stéréotypes sociaux peuvent être reproduits dans les textes produits par les systèmes de traduction automatique, par exemple. OK, je vois le temps, alors je veux finir avec un peu un résumé de cette idée c'est vraiment les données qui déterminent les résultats. Les données d'entraînement influencent énormément la qualité de la traduction. S'il n'y a aucune donnée d'entraînement, les outils sont complètement inutiles. C'est un peu comme une mémoire de traduction vide. S'il n'y a aucun contenu dans l'outil, ça ne fonctionne pas. Même si c'est le meilleur algorithme du monde, s'il n'y a pas de données à traiter, on n'a aucun résultat. Et il faut reconnaître que tous les outils sont entraînés avec les données différentes. Les données d'entraînement utilisées par Google ne sont pas le même que les données utilisées par Microsoft, par Systran, par Papago, par n'importe quel outil. Les développeurs ont collecté leurs propres données. Alors, ça, c'est pourquoi on reçoit des résultats différents. Si on change d'outil, on va avoir une traduction un peu différente. Beaucoup des problèmes qui arrivent avec ces systèmes sont les problèmes qui sont liés aux données plutôt qu'aux algorithmes. Les algorithmes ne sont pas nécessairement parfaits, mais souvent, les problèmes, l'origine des problèmes, c'est vraiment dans les données. Et si on pense à la traduction, il faut reconnaître que d'abord, nous avons besoin d'un volume massif des données, mais en même temps, il faut choisir des données de haute qualité pour avoir une traduction de haute qualité. Médiocre à l'entrée, médiocre à la sortie. Oui, ça s'applique dans le cas de la traduction automatique. Qu'est-ce que ça veut dire données de qualité dans le contexte de la traduction? Ça veut dire les traductions professionnelles, oui, pas les résultats des systèmes de traduction automatique, mais des traductions professionnelles. Ça veut dire qu'il faut choisir les langues pertinentes. Si vous voulez traduire du français vers l'anglais, c'est pas logique d'avoir les données en arabe ou en espagnol, hein. Il faut qu'ils soient pertinents. Et même pour les variétés des langues. Si on veut avoir un français canadien, on ne peut pas entraîner le système avec les données de la France. Il faut aussi que le domaine est bien représenté dans les données. Alors, si on veut traduire des textes médicaux, on ne peut pas avoir une collection des recettes, par exemple. Même chose pour le type de texte, il faut que le type de texte est bien représenté. Et que les exemples ne portent pas des bias. Alors, c'est plus facile pour quelques langues que pour d'autres. C'est plus facile pour certains domaines que pour d'autres. C'est plus facile pour certains types de textes que pour d'autres. Imaginez le défi de trouver des milliards d'exemples des textes traduits de l'hongrois vers le grec au sujet de la physique nucléaire et dans le format d'un manuel d'utilisateur. Est-ce que vous pensez que ça serait facile de trouver des milliards d'exemples de ce genre de texte? Alors, ça explique un peu pourquoi ces systèmes produisent des meilleures qualités pour certaines combinaisons de langues, pour certains domaines, pour certains types de textes, et pourquoi c'est des qualités inférieures
pour d'autres combinaisons de langues de domaine de type de texte. Si les ressources sont abondantes, il y a des meilleures possibilités pour avoir une traduction de qualité, mais si les ressources ne sont pas abondantes, on décrit cette situation comme des faibles ressources, c'est fort probable que les résultats ne seront pas de très bonne qualité. Alors, pour résumer, aujourd'hui, nous avons appris ou confirmé plutôt que les outils d'intelligence artificielle ne sont pas intelligentes et les gens doivent donc être responsables et avisés. Une approche critique ou une approche raisonnée de la traduction est nécessaire au sein de la communauté des traducteurs, mais aussi au-delà de cette communauté. Et c'est vraiment à nous d'être une partie de la solution parce que nous sommes les experts de la traduction. Alors, il faut partager ces connaissances avec les autres. Il faut que nous comprendre comment on peut parler de notre métier, de la traduction et maintenant aussi de la traduction automatique dans une façon qui est accessible aux non-spécialistes. Si on veut les convaincre des problèmes ou des risques ou des conséquences d'une mauvaise utilisation de la traduction automatique, il faut qu'on parle leur langue et ils ne sont pas formés en traduction. Alors, il faut trouver des moyens d'expliquer ces concepts dans une façon accessible. Il faut se rappeler toujours que les ordinateurs peuvent traiter le langage, mais ce n'est pas la même chose que comprendre et que la qualité des sorties dépend certainement de la qualité des données d'entraînement, ce qui est un peu le carburant de ces outils. Il faut avoir pas seulement une quantité énorme, mais aussi des exemples de bonne qualité. Et ça explique pourquoi la performance est variable et la décision d'utiliser ou non la traduction automatique exige vraiment une évaluation des risques. Et l'un des risques, ou des risques sont différents pour des situations avec les ressources abondantes que pour des situations avec des ressources faibles. OK. Si vous cherchez des ressources, il y a plusieurs maintenant qui sont disponibles, surtout en anglais. Je regrette à dire, il y a peu en français à ce moment, mais il y a une opportunité si vous voulez créer des choses, un peu comme le Linnet cherche à faire. Alors, le Linnet répond directement à cet besoin. Mais vous pouvez trouver des liens pour ces ressources sur le site web du Machine Translation Literacy Project. Et ça, c'est tout. Je vais terminer et laisser un peu de temps pour des questions ou la discussion. Merci. Donc, merci beaucoup, Lynn. Pour ceux qui trouveront l'émoji pour applaudir, pour ceux qui, comme moi, ne l'ont pas trouvé, applaudissons. Donc, je pense qu'on a déjà une question, donc ça va super bien. À toi la parole, Renée. Merci, vous m'entendez? Ça va? Oui, oui. Parfait. Alors, merci Lynn pour une présentation très, très riche. C'est super le fun de t'entendre en français aussi. Donc, chapeau de vulgariser en français parce que je sais que normalement, c'est en anglais que ça se passe. Je serais curieuse de t'entendre à propos de l'annonce récente de la part de Instagram notamment, mais en fait de Meta AI Translation. Alors, je ne sais pas si tu as suivi
le 25 et le 26 septembre dernier, Instagram a annoncé que sur sa plateforme, Meta AI Translation serait disponible à tous les créateurs de contenu en anglais et en espagnol. C'est en mode bêta pour le moment, donc seulement quelques créateurs, disons influenceurs, influenceuses sont habilités pour s'en servir. Le fait que ça soit disponible à une si grande population hein, et qu'il y a eu très peu de sensibilisation, d'après ce que je comprends avec les quelques grands influenceurs à qui j'ai parlé, de manière anecdotique, bien entendu, on me signale qu'il n'y a pas eu de sensibilisation, de formation. C'est voici, vous avez maintenant un outil pour diffuser soit en anglais ou en espagnol, selon le flux de la traduction. Donc, je me demande dans quelle mesure peut-on sensibiliser ou s'immiscer dans ces discussions-là quand, je veux dire, c'est tellement énorme. Donc, je suis désolée, la question est peut-être un peu floue, mais moi-même qui ai toujours été très ouverte à l'idée là, de sensibiliser sur les réseaux, face à cette annonce, je ne sais pas comment m'y Ouais. prendre. C'est Oui. tellement grand. Non, je partage vos craintes et moi également, je lutte avec le même défi parce que comment est-ce qu'on peut sensibiliser le monde tout à coup? C'est difficile. Je pense que la solution, c'est vraiment d'avoir une masse critique. Ça peut pas être une personne ou deux personnes. Il faut vraiment que la communauté de la traduction s'insère dans cette situation. Et ça, c'est l'une des raisons que je suis ravie de voir le projet de Linette qui cherche oui, à- to reach, I can't even think of the word, à À mettre, joindre oui, à différents. mettre ces ressources à la disposition de tout le monde. Je pense que oui, il faut une masse critique et il faut une bonne volonté pour partager les choses en libre accès, pour les mettre à la disposition de tout le monde. Mais oui, c'est pas une réponse suffisante, je sais, mais je partage l'écran et aussi je reconnais le défi. Quand j'ai commencé le projet de MT Literacy Project, oui, j'ai eu l'idée que ça serait facile de partager le message avec le grand public, mais le grand public, c'est en fait le public le plus difficile parce que le grand public, ce n'est pas un public, c'est des dizaines et dizaines et dizaines de publics. Alors, il faut que nous utilisons tous nos réseaux personnels. Alors, toi, tu es mieux placé pour parler à la communauté des influenceurs que moi, par exemple, mais il y a chacun parmi nous, nous avons nos propres réseaux et il faut que nous sommes tous actifs dans ce veine ces jours, à mon avis. Merci beaucoup, Lynn. Mhm. Eric, Oui, merci Lynn. Merci beaucoup pour l'excellente présentation en français aussi. Je tiens à souligner, comme René Desjardins, c'est en langue seconde. C'est pas tout le temps facile de faire de la communication scientifique ou savante. Je me demandais, je sais que c'est un peu l'angle que tu as pris de pas parler des termes techniques, des concepts clés de la traduction automatique, tout ça, mais à long terme, vu que c'est tellement perturbant qu'est-ce qui arrive dans notre milieu, est-ce qu'on peut faire l'économie de ces concepts-là? Tu sais, comme les plongements lexicaux, un transformateur, tous les concepts que tu as mis à l'écran, mhm, c'est vrai que c'est intimidant. Puis à long terme, je me demande pour la recherche en traductologie, même tous les concepts qui changent de tous les nouveaux concepts, dans le fond, qui sont intégrés de force en traductologie presque. Je ouais. me demande si on peut le faire, l'économie de ça à long terme, même si je comprends l'intérêt de vulgariser le plus possible pour aller chercher une meilleure
meilleure compréhension là, du phénomène. Je me demande si on n'est pas pris un peu avec l'obligation, en tout cas, d'au moins d'essayer de comprendre comment ça fonctionne ou comment tu réagis, toi, face à ces concepts-là. Oui, si je pense à une cours typique pour les étudiants de première année, par exemple, certainement, peut-être il y a deux, trois dans ce groupe qui vont continuer avec la recherche dans le domaine de traitement automatique de langue. Et pour eux, ça, c'est important et c'est pertinent. Et à long terme et aux études supérieures, oui, certainement. Mais pour le premier contact, le premier année d'un cours en traduction, je pense pas qu'on devrait commencer par ces concepts. Je pense qu'on peut commencer par des explications plus accessibles. Mais oui, certainement, il y a un nombre d'étudiants qui vont choisir de s'informer plus. Et oui, aux années troisième ou quatrième année ou même aux études supérieures, ça serait pertinent, certainement. Ah, merci Lynn, merci beaucoup. Qui d'autre aurait envie de poser des questions? Ben, moi, j'en aurais une autre, mais je sais Bon, pas ben si je peux. vas-y, Eric. T'as dit que les systèmes d'intelligence artificielle ne comprenaient pas les textes, mais les traitaient. Je trouve que je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une belle, c'est vraiment une belle description parce que d'ailleurs, il y a le domaine du traitement des langues naturelles, hein, Natural Language Processing. Donc, c'est vraiment pas Natural Language Understanding. Donc, vraiment, je trouve que c'est une bonne description de la situation. Par contre, il y en a certains qui disent que avec les plongements lexicaux, la vectorisation des mots, ils pensent qu'on peut penser que à plus ou moins long terme, les ordinateurs vont comprendre, entre guillemets, d'une certaine façon, ou même que le concept de la boîte noire, dans le fond, fait en sorte que on sait même pas si les ordinateurs comprennent ou pas ce qu'ils écrivent. Donc, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, tes commentaires sur l'avenir de ça, de la compréhension. À mon avis, ça serait jamais la compréhension, mais la capacité d'imitation va améliorer. On va avoir les imitations qui ressemblent plus les textes authentiques que cet exemple de la recette que nous avons vue. Alors, à mon avis, la technologie va continuer à avancer, on va voir des progrès, mais ça jamais arrivé à compréhension dans le même sens que nous comprendre quelque chose, à mon avis. Mhm. Ouais. Merci. M- Merci, Eric. Mary? Oui, je voulais juste dire merci pour la conférence, super intéressante. Et je pense à media literacy et toutes sortes de choses qui sont en enseigne depuis des années et des années et qui ont du succès parfois pas mal mitigé. Et bon, c'est très intéressant de faire ça en traduction automatique, mais il y a beaucoup de travail à faire. Oui, oui, j'ai pas ajouté Media Literacy à mon liste, mais j'ai mis Information Literacy qui est lié à Media Literacy. Mais oui, certainement, tout ce genre de choses, analyse de contenu, mais aussi des technologies, des données, des algorithmes, un peu partout. On doit aborder au moins des éléments de chacun de ces domaines pour prendre les décisions sages, les décisions réfléchies, intelligentes autour des choix
soit de la traduction automatique, soit de la traduction professionnelle ou traduction professionnelle qui utilise les technologies parce que parfois on les divise comme deux choix, mais en fait, il y a un troisième choix, une combinaison des outils et des professionnels qui est parfois le meilleur choix, en fait. Oui, merci. Zélie? Oui, bonjour, merci Lynn infiniment, c'était magnifique. C'est plus deux commentaires brefs. J'apprends donc comment présenter aux étudiants le sujet, en particulier avec les autres exemples comme les images, hein, c'est très parlant. Merci beaucoup. Mais je retiens beaucoup aussi l'appel à l'action. Je ne sais pas comment, mais euh, je trouve que c'est le message le plus important et on a énormément à faire. Je sais que bon, l'OTIAC a, comment dire, une sorte de mise en garde sur sa page principale, qu'il y a des prises de position, des normes internationales, etc. Mais il faut aller vers le grand public, il faut aller dans la presse, il faut monter des dossiers, il faut que les organes principaux de traduction au Canada, en Europe, aient des prises de position visibles. Et je crois qu'il faut vraiment sortir de la tour d'ivoire. Voilà, et je me demande bien comment, et je crois que c'est à ça qu'il faudra réfléchir. Mhm. Dès Mhm. tout de suite. Et le laboratoire Linette est bon, un lieu où on peut penser à cela. Et puis surtout, surtout, votre présence à la chaire, à l'Université Laval, sera aussi un grand moyen pour... Oui, je suis contente avec la Chapa, pas seulement pour moi personnellement, certainement, c'est un honneur énorme, mais je suis contente pour la visibilité que ça apporte à la traduction dans cette ère d'intelligence artificielle. Alors, je pense que c'est vraiment important de utiliser cette plateforme pour donner une plus grande visibilité à notre situation. Mhm. Oui, merci Re- beaucoup. Donc, René, est-ce que tu veux enchaîner pour ne pas dire rebondir? Bien, en fait, c'est une question peut-être un petit peu plus technique, pointue. Pendant ta présentation, Lynn, tu as parlé de la rédaction optimale pour la machine. Et ça me fait penser beaucoup à certaines réflexions qui portent sur l'appauvrissement de la langue. Hein? Est-ce que ce type de rédaction optimale n'appauvrit pas la langue? Peut-être première question. Mais aussi cette rédaction pour les algorithmes. Hein? Non seulement qu'on le voit dans les textes de départ, mais c'est comment l'intelligence artificielle va gérer la question. Donc, je donne un exemple. Notamment sur des plateformes comme TikTok et Instagram, on voit les gens se servir d'espèces de paraphrases ou d'euphémismes pour éviter d'utiliser certains mots chauds ou tabous qui pourraient les écarter d'une plus grande visibilité. Donc, par exemple, unalive, undead, corn, pour d'autres choses. Hein? Donc, cette idée de rédaction optimale alors qu'on est en train de contourner les algorithmes, je ne sais pas si tu as quelques réflexions à ce sujet-là. C'est une question évidemment complexe et nuancée. Euh, mais bon, voilà. Ouais. Oui, je pense que ça dépend toujours du contexte. Si le but, c'est une communication claire, le langage clair offre cette possibilité et c'est une possibilité qui est en même temps plus traduisible. Alors, si c'est le but, pourquoi pas optimiser ce genre de langue, mais on n'est pas obligé de créer tous nos textes dans cette façon, en utilisant le langage clair. Ouais, et c'est pas une obligation, mais c'est plutôt juste simplement pour savoir, hein.
Si vous rédigez dans cette façon, c'est plus traduisible. Alors, si le but, c'est vraiment de communiquer une information de façon claire, ça, c'est la meilleure façon de le faire. Mais si le but, c'est autre chose, si le but est un poème, c'est pas pour communiquer une date de réunion, par exemple. Un poème, c'est ça, il y a un autre but. Alors, mais pour moi, c'est comprendre les possibilités et faire les meilleurs choix qui alignent avec le but et la technologie. Mhm. Mais c'est une question complexe, vous avez raison. Et même pour cette question d'appauvrissement de la langue, je crois que oui, il y a un risque, il y a un vrai risque parce que si nous sommes maintenant dans une situation où il y a un risque de prendre, il y a tellement de textes générés sur le web qui devient être ramassé pour nourrir ces outils. Alors, c'est un cercle vicieux, un cercle de médiocrité de textes médiocres, peut-être. Et c'est un risque, oui. Et je n'ai pas de solution, mais je pense qu'il faut que les gens s'informent sur des possibilités. Oui. Merci beaucoup. Ben, puisque personne d'autre ne semble vouloir prendre la parole rapidement, j'aimerais ça t'entendre, Lynn, un petit peu plus sur ce fameux cercle-là d'appauvrissement, le cercle vicieux. On entend parfois dire, et je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai ou jusqu'à quel point c'est quelque chose qu'on utilise pour se conforter, là, le bel anglicisme, qu'il y a comme un point de rupture où quand les systèmes d'IA ou de traduction automatique neuronale pour le neuronal, s'alimenteront de traduction ou pour l'IA, s'alimenteront de sorties générées par l'intelligence artificielle. C'est un point de rupture. Et puis, mais moi, c'est quelque chose que je ne saisis pas très bien, donc j'aimerais bien t'entendre. Oui, oui, et c'est un vrai risque et c'est un risque qui va arriver plus rapidement pour certaines langues que pour d'autres. En anglais, il y a moindre risque à mon avis parce que beaucoup de gens produisent les textes en anglais, mais dans d'autres langues, même les chercheurs sont en train de générer ce qu'ils appellent les données synthétiques. Et ça veut dire qu'ils sont des données créées par les outils d'intelligence artificielle pour nourrir ces mêmes outils. Alors, à mon avis, le risque est plus grand pour les langues qui sont moins répandues avec un nombre de parleurs, est-ce qu'on dit ça? Un nombre de personnes qui parlent les langues euh, sont plus petits, les langues plus petites avec des Les populations plus locuteurs. petites. Pardon? Les locuteurs, Lynn. Locuteurs, oui, ça c'est Ouais. vrai. Je Merci, savais que Eric. tu savais. Je savais que tu savais. C'est un risque vraiment réel pour eux parce que les chercheurs eux-mêmes activement cherchent à générer les données artificielles ou synthétiques pour ces langues. Alors, oui. L'anglais et même le français qui sont des langues assez répandues dans le monde, ben, ça va arriver, mais pas si rapidement. Mhm. Merci beaucoup pour ta réponse. Je passe la parole à Julian. Salut, Salut, bonjour, comment ça va? ça va bien? Bonjour tout le monde, merci. Merci beaucoup. J'avoue que j'aurais posé les questions qui ont déjà été posées, je les aurais posées moi-même. Peut-être si je peux ajouter quelque chose à la réflexion, à la discussion, c'est peut-être quelque chose à laquelle tu as déjà réfléchi, Lynn, dans tes efforts de empty literacy, c'est d'arriver à chiffrer, à mettre un montant en argent dans ces efforts d'éduquer le grand public, de dire, voici combien vous coûte Mhm. d'utiliser une traduction automatique Oui. et voici, vous aurez tout intérêt à payer 90 000 dollars à mon étudiant aura fini son diplôme, qui est compétent, qui se cherche un emploi et que vous pensez qu'il ne vaut pas 80 000 dollars. Mhm. Et voici ce qui arrive, ce qui peut vous arriver ou ce qu'il
peut vous coûter de ne pas embaucher mon étudiant qui se cherche un emploi et qui est tout à fait compétent. Bref, je ne sais pas si on arrive à chiffrer les périls de l'utilisation de la traduction automatique pour qu'on s'en serve finalement à la fois pour attirer des étudiants et aussi pour convaincre les employeurs potentiels de nos finissants. Je suis d'accord que ça serait très utile comme information à fournir. Moi, je n'ai pas réussi à établir un tel chiffre. C'est difficile à calculer les risques, mais on commence maintenant à réfléchir sur les autres coûts, pas seulement les coûts pour des erreurs, par exemple, ou des coûts pour la réputation de quelqu'un qui va perdre un certain montant de business si le site web n'est pas bien traduit, par exemple, mais aussi les coûts pour l'environnement. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de demander à ChatGPT qu'est-ce que je vais manger pour le dîner ce soir? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on utilise ces outils pour des choses qui ne sont pas importantes? Et j'aimerais voir exactement ce genre de trucs que vous mentionnez sur ChatGPT. J'aimerais voir le coût pour l'électricité ou le montant de l'eau qui est nécessaire pour refroidir les systèmes des ordinateurs. Et si je demande une question, ça va coûter à quel montant l'environnement? C'est quoi le carbon footprint de ma requête, par exemple? Mais ça doit être vraiment visible parce que pour le moment, c'est là, mais c'est dans la nuage à quelque part. Et on ne réfléchit pas vraiment sur ces questions parce qu'ils sont dans le background et il faut qu'on les mette devant le visage, un peu comme vous avez suggéré, mais oui, je ne sais pas exactement comment calculer les risques possibles. Ouais, ouais. René, as-tu la solution? Non, mais en fait, je voulais Non. juste partager j'aimerais, mais je voulais juste partager un petit exemple, en fait, lié aux coûts écologiques et environnementaux. Donc, justement, à la suite de l'annonce de Meta AI Translation, je discutais avec certains créateurs et créatrices de contenu qui se spécialisent dans la vulgarisation de la crise climatique. En fait, toute leur image de marque sur Instagram, c'est parler du recyclage, parler bon, en tout cas, de toutes sortes de bonnes pratiques, de meilleures pratiques écologiques et durables. Et ils se sont mis à se servir justement de Meta AI Translation. Alors moi, évidemment, de leur dire, ben, c'est un peu en porte-à-faux avec votre positionnement. Tu sais, comme je comprends l'idée de vouloir diffuser le message dans plusieurs langues parce qu'évidemment, ils veulent rejoindre différents publics dans différentes langues. Donc, je comprends tout à fait l'impératif langagier. Mais en même temps, c'est ça, c'est une production de plus de données, hein, c'est une utilisation des ressources. Donc, quand je leur ai fait valoir cette dimension environnementale, là, soudainement, il y a eu une réflexion. Ouais. Hein, c'était plus une question de ah ben je contribue à l'obsolescence de la traduction ou il y a des enjeux éthiques pour les traducteurs humains. C'était ah ben là, ça fait plus partie de mon brand durable. Donc, c'est peut-être un autre moyen de s'y prendre. Oui. Juliane, je suis tout à fait avec toi pour la discussion de coûts économiques, mais en même temps, peut-être le travail de sensibilisation auprès de certains producteurs de textes ou de clients, c'est de passer par les coûts symboliques. Oui. Oui. Et il y a des données pour ça, il y a des données, mais les développeurs ne veulent pas
partager ces données. Mais c'est possible de calculer le coût en termes de mégawatts, nombre de mégawatts utilisés pour ça, ou le volume d'eau qui est nécessaire pour refroidir les systèmes et tout ça. Alors, c'est possible de faire ce genre de calculation, mais c'est pas quelque chose que les développeurs aiment partager. Mhm. Si je peux me permettre, j'ai lu beaucoup sur le sujet parce que c'est un des aspects de l'intelligence artificielle qui m'intéresse beaucoup, le coût écologique, parce que je pense aussi que une facette de ce problème-là dont on parle peu. Mhm. Puis, ce que j'ai trouvé comme données les plus probantes, c'est qu'une requête sur ChatGPT est l'équivalent écologique de vider une bouteille d'eau jetable ou d'alimenter une ampoule pendant 15 minutes. Donc, quand j'ai fait, pour partager un exemple, moi aussi, on a des stages avec un festival de cinéma ici à Québec. Et puis, ils avaient décidé de passer à la post-édition complètement. Donc, à téléverser tous les films des créateurs dans DeepL, ce qui, en partant, était problématique à plusieurs niveaux, là, mais aussi puis ensuite de faire post-éditer par nos stagiaires. Quand j'ai eu une discussion avec la directrice, elle n'était pas très sensible aux questions de droit d'auteur et de confidentialité, ce qui, je le répète, est très problématique pour un festival de cinéma. Mais quand je lui ai expliqué les coûts écologiques, elle s'est mise à dire « Oh non, mais on est un festival net zéro. Là, tu es en train de me dire que à cause de ça, je ne serai plus net zéro. » Puis là, ta. Donc, c'est vraiment venu chercher une sensibilité qui était plus concrète Mhm. pour elle. Puis je pense que c'est un bon chemin à prendre pour plusieurs intervenants, notamment nos étudiantes, Mhm. qui sont souvent aussi très éco-sensibles. Oui, il faut tourner la conversation sur les choses qui sont importantes pour eux, et nous aussi, bien sûr, mais oui. Mais au moins pour ouvrir la porte. Une fois que la porte est ouverte pour une discussion, on peut ajouter d'autres choses, mais parfois, ce qui est vraiment le défi, c'est de commencer la conversation. Oui. Si vous permettez, s'il vous plaît. Oui, oui, vas-y, vas-y. Merci tout d'abord pour la présentation qui est vraiment, vraiment intéressante. J'ai beaucoup appris. Je voulais juste faire un commentaire très rapide et c'est par rapport à une déclaration que vous avez faite durant votre présentation que j'ai bien noté. Et d'ailleurs, j'ai bien commandé votre livre qui était livré hier. C'est gentil, merci. Et cette déclaration qui m'a interpellé, c'est lorsque vous avez dit l'intelligence artificielle n'est pas intelligence. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit, mais quelle contradiction, parce que ça s'appelle intelligence artificielle. Et puis elle dit, elle n'est pas intelligente. Je réfléchissais, j'ai dit, mais c'est possible. C'est comme quelqu'un qui se nomme chrétien, qui peut-être n'est pas chrétien, n'est pas croyant. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et puis je voulais juste partager l'analogie que j'ai faite par rapport à cette déclaration pour que je puisse vraiment la comprendre et l'accepter telle que vous l'avez dit. Ouais. Merci beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et bonjour à tout le monde. D'ailleurs, je profite pour dire bonjour à Madame Zélie Guebel, Monsieur Erika Poirier et tout le monde après. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment dommage parfois les termes qui ont maintenant vraiment difficile à changer. Même l'idée d'apprentissage, parce que les systèmes n'apprennent pas dans la même façon que les gens. Ça c'est vraiment une imitation. Et c'est une imitation de l'intelligence, une imitation d'apprentissage, et c'est vraiment dommage que les termes qu'on utilise donnent la mauvaise impression aux jeunes ou créent la confusion parce que ça ajoute au défi, à mon avis. Ouais. Excellent point, merci. Il y a Éric Poirier qui s'est gentiment porté volontaire pour faire le mot de clôture. Ben, le mot de clôture, dans le fond, c'est un remerciement à vous tous d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir posé des questions, d'avoir amorcé la discussion, l'échange. On espère que ces échanges-là seront plus nombreux.
On remercie aussi énormément Lynn Bakker pour sa conférence inaugurale. Réflexion peut-être aussi terminologique auquel on pense pas souvent. Lynn a soulevé quelques problèmes de traduction avec Machine Translation Literacy. C'est vrai que c'est une difficulté de traduction. Peut-être qu'on pourrait s'y mettre puis trouver des solutions, mais en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents, d'avoir participé. Puis je vous invite aussi à venir aux prochaines activités du LINET qui vont aller dans la même direction pour prolonger la réflexion, puis faire avancer aussi les idées, partager nos idées. Donc, merci tout le monde d'avoir été là.